Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la petite vidéo habituelle, hebdomadaire, de le qu'as-tu lu de la semaine précédente. Et autant vous dire que je me suis éclatée la semaine dernière avec mes lectures. Et ça, j'avoue que j'aime bien quand la semaine s'enchaîne comme ça avec des lectures super chouettes. C'est l'éclat total et franchement, la semaine dernière, ça a été le cas. C'était des lectures hyper variées dans des genres complètement différents. Mais alors, voilà, c'est ça qui vous pousse aussi à enchaîner les lectures et qui vous préserve de la fameuse panne de lecture. C'est de varier les genres, comme je le dis toujours. Et là, franchement, je me suis éclaté le dard, comme on dit. Alors, sans plus attendre, on va tout de suite commencer par Babylone, le réveil des passions, de Catherine David, en collaboration avec Françoise Bouron, aux éditions XO. Donc ici, on est en l'an de grâce au 6e siècle avant JC. Voilà. Donc il n'y a pas encore il n'y a pas encore d'an de grâce, n'est-ce pas? Parce que étant donné que la grâce n'est pas encore arrivée. Donc on est dans la fameuse et mythique cité de Babylone. Et il se passe des choses pas très nettes dans les rues de la ville, car on retrouve plusieurs cadavres dans les rues de Babylone, atrocement mutilés. Ils ont les yeux arrachés. Enfin bref, c'était des morts absolument terribles. Donc là, il y a là une rumeur qui commence à courir dans les rues de Babylone, comme quoi les dieux ne sont pas contents et tous ces morts sont l'œuvre des dieux, parce qu'ils ne sont pas contents. Bon, voilà, évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Et à côté de ça, on a le roi Négrissar, qui commence à être un peu vieux, un peu malade. Pourtant, lui aussi, il a connu son âge d'or. Ça a été un guerrier absolument phénoménal. Tous ses faits d'armes parlent encore pour lui. Et il s'est marié, il a un fils. Mais là, il devient vieux, il est malade. Il sait que ses jours sont comptés et il veut préparer son fils à sa succession. Malheureusement, son fils est, comment dire, différent. Il est différent, il vit dans son monde à lui, il est extrêmement passionné de nature, il fait des expériences avec les animaux, un peu bizarres quand même, faut bien le dire. D'aucuns diraient que son fils est un petit peu débile, un petit peu, il n'a pas la lumière à tous les étages. Bref. Le vieux roi commence à se dire, est-ce que ça va être judicieux de passer la main à mon fils? D'autant plus que de nombreux courtisans estiment que non, le prince est absolument pas apte à prendre la suite de son père. Et il faut absolument empêcher que le prince monte sur le trône. On a aussi une jeune fille qui est la fille du scribe royal, qui est extrêmement érudite et qui est qui rêve de choses grandioses, une grande histoire d'amour. Elle a des rêves de liberté, parce que bon, elle est quand même instruite pour une femme, pour l'époque. Elle est extrêmement instruite et elle a des rêves d'émancipation et des rêves de grand amour. Et il se trouve que son petit cœur palpite pour un général grand, beau, fort, extrêmement intelligent, un tacticien hors pair. Bref, voilà tous les personnages qui jalonnent ce roman. Alors, ça commence doucement, mais on est tout de suite immergé dans les rues de ce qui fut l'immense cité de Babylone. Et ce qu'il y a de super chouette, voilà, à la fin du roman, c'est que on a des images de la dite Babylone. Donc ici, vous avez la porte d'Ishtar, qui a son importance dans le roman.
C'est extrêmement bien, voilà, là, avec la réplique de la porte d'Ishtar qui se trouve au musée Pergame de Berlin. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer par Berlin et par le musée de Pergame, vous verrez la réplique de la porte d'Ishtar. Donc ici, on nous dit, entre thriller et saga historique, ce roman flamboyant nous entraîne au cœur de la vibrante et sulfureuse Babylone. Je suis d'accord sur 99% de cette phrase, sauf sur le mot thriller. On n'est pas du tout, du tout dans un thriller. On est réellement dans une saga historique. On est réellement dans un roman historique. Alors évidemment, il y a des complots, il y a des trahisons, il y a une enquête pour savoir exactement ce qui se passe, pourquoi on retrouve des cadavres disséminés dans toute la ville. Mais on est loin. On est très très loin du thriller. C'est réellement un roman historique à prendre comme tel, avec des personnages. Il y a des personnages qui sont détestables dès le départ. Il y a des personnages où on ne sait pas trop au début comment ils sont, gentils, méchants. On ne sait pas trop. Et puis finalement, il se trouve que au fur et à mesure du roman, eux aussi, ils flirtent entre le oui, le non, le bien, le mal. Et finalement, ils prennent leurs décisions. Et mais par contre, voilà, Babylone la flamboyante, Babylone la grande, qui est quand même l'une des... Est-ce que c'est l'une des 7 merveilles du monde ou c'est la tour de Babel? Je voudrais pas dire de bêtises et je voudrais pas que la police historique et la police de YouTube me tombent sur le rable. Donc, je ne dirais pas de bêtises, mais c'est ou Babylone ou la tour de Babel qui est une des 7 merveilles du monde. Mais en tout cas, on est réellement immergé dans cette cité mythique et c'est super chouette. Et le tome 2 est paru. Donc, autant vous dire que je vais me jeter sur le tome 2 avec joie parce que j'ai appris à aimer les personnages et il se passe quand même quelque chose à la fin du tome 1 qui laisse imaginer un tome 2 encore plus ébouriffant, encore plus complotiste, avec encore plus de trahison et espérons-le peut-être avec un petit peu d'amour. Un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'Antiquité, si voilà, vous voulez en savoir plus sur Nabuchodonosor et ses descendants, eh ben, jetez-vous sur Babylone, le réveil des passions. Ensuite, j'ai écouté en audio une petite pépite. J'avais entendu parler pour la première fois de ce roman sur la chaîne de Perrine Red Trip. Il s'agit de Mamie Luger de Benoît Philippon, dont je vous mettrai la petite étiquette ici. Je l'ai écouté en audio, en service presse audio via NetGalley. Et ce fut un réel bonheur d'écoute, comme j'en ai rarement écouté. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour Mamie Luger, pour la plume de Benoît Philippon, mais il a su créer un personnage de centenaire qui au premier abord a l'air hyper fantasque, qui n'a pas la langue dans sa poche. Berthe, elle est, on débute le roman comme ça, il y a toute une escouade de gendarmerie dans le jardin de Berthe et elle les accueille à 6 h du matin à coups de carabine. Autant vous dire que voilà, c'est assez peu commun pour une grand-mère d'accueillir les gendarmes à coups de carabine. Alors, soi-disant qu'elle les prend pour des gitans qui en veulent à sa précieuse 4L. Sauf que, bon, elle fait un petit peu celle qui perd la boule, sauf que elle a vraiment toute sa tête, Berthe. Et bon, les gendarmes arrivent à pénétrer dans le domicile de Berthe, ils l'embarquent au commissariat, et là, va commencer la garde à vue de Berthe. Garde à vue qui va être menée par l'inspecteur Ventura. Et là, va commencer un dialogue entre ces deux personnages. Alors, si au début, Ventura, il trouve que Berthe, c'est une petite mamie qui commence un petit peu à perdre la tête et il ne sait pas trop comment la prendre. Est-ce qu'elle essaye de leur jouer une entourloupe? Parce que est-ce qu'elle couvre pas des
des fugitifs, parce que l'histoire commence comme ça, et au fur et à mesure où Berthe va se livrer, on va découvrir la vie de Berthe. De sa naissance en 1914, en passant par la Seconde Guerre mondiale et en passant par les années 60. Et autant dire que la vie de Berthe n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Elle a pas eu une vie facile. Alors évidemment, elle est née en 1914 en pleine guerre mondiale, ce qu'on appelait la Grande Guerre. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas que ça allait être la première guerre mondiale et non pas la seule, l'unique, la seule. Et on nous raconte les boucheries, l'horreur de cette guerre et la vie aussi des civils pendant cette première guerre mondiale, pendant que les hommes allaient se faire étriper les boyaux sur le champ de bataille. On nous raconte aussi comment était la vie des civils à l'arrière du front, et surtout aussi la vie des femmes restées seules, sans hommes, qui étaient bien obligées de continuer à vivre, de continuer à faire prospérer malgré tout le foyer, à faire manger les enfants. Une vie pas facile pour des femmes seules. À tous les moments marquants de la vie de Berthe, Benoît Philippon nous dépeint la vie des femmes de ces époques-là, par le biais de la vie de Berthe. Alors, il y a des moments extrêmement durs de la vie de Berthe, des moments extrêmement touchants, des moments extrêmement tristes. J'ai été très émue par la vie de Berthe. Elle n'a pas eu la vie facile du tout. Elle a subi énormément de choses. Alors, il y a par certains moments, quand elle a raconté sa vie, c'était extrêmement dur, extrêmement émouvant, extrêmement touchant. Et après, quand on revenait à l'époque actuelle, on retrouvait la Berthe centenaire avec son humour second degré, avec cette fraîcheur, cette envie de vivre malgré l'âge, parce qu'elle a 102 ans, Berthe, je crois, dans le roman. Et c'est vraiment une très belle histoire entre témoignages et roman policier. À vous de voir, mais franchement, c'est une vraie pépite. En plus de ça, la voix de la narratrice était extrêmement, collait extrêmement bien à l'histoire. C'était la voix de Berthe, c'était ni plus ni moins ça. Je pouvais pas imaginer une autre voix pour Berthe, pour nous raconter son histoire, pour nous raconter son passé, pour nous raconter sa vie, ses douleurs, mais ses amours aussi. Parce que Berthe, elle a aimé d'un amour incommensurable, et c'était vraiment une très belle histoire. Je vous encourage vivement à découvrir Mamie Luger. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur pour ce personnage vraiment grandiloquent, hors du commun, brut de décoffrage comme je les aime. Franchement, c'était vraiment une super histoire. Je vous encourage vraiment à découvrir Mamie Luger, que ce soit en papier ou en audio, mais ne passez pas à côté de cette histoire. Ensuite, je suis passée dans complètement autre chose. J'ai continué la saga Ellen Grace en découvrant Au feu les pompiers de M.J. Arledge aux éditions Les Escales Noires. Donc ici, le commandant Ellen Grace va avoir affaire à un pyromane. Mais un pyromane de la pire espèce, car il déclenche plusieurs incendies simultanément. Alors, 2 incendies dans des entrepôts, dans des grands magasins, et un incendie dans des maisons, dans des habitations. Alors, évidemment, avec du monde dedans, parce que sans ça, ce ne serait pas marrant. Et donc, on va suivre Hélène et son équipe à la poursuite de ce pyromane. Alors, dans ce roman, alors, vous allez me dire, c'est un thriller classique, c'est le 4e ou le 5e tome des enquêtes d'Ellen Grace. Et ici, ce qui était quand même intéressant dans ce roman, c'est
MJ Harlidge, il a essayé de se mettre à la place, dans la tête du pyromane, à savoir qu'est-ce qui peut fasciner autant une personne dans le feu. La passion du feu, la passion de l'allumer, la passion de le voir de le voir vivre, de le voir brûler, de le voir consumer, absorber, bouffer les murs, enfin tout ce qui peut brûler, et l'après, ce que l'incendie a laissé derrière lui. Et aussi MJ Harlidge nous dépeint aussi le quotidien des victimes des incendies, des gens qui ont survécu à un incendie malgré les brûlures, parce que bon, il peut y avoir 2 sortes de blessures dans un incendie, je vous apprends rien, et je suis pas spécialiste du feu, mais voilà, vous avez 2 types de blessures, les blessures physiques, les brûlures au 1er, 2e, 3e degré, et vous avez aussi l'intoxication avec les fumées de l'incendie. Et ici, MJ Harlidge, il nous a dépeint le quotidien des victimes, de ceux qui restent, de ceux qui survivent, de la culpabilité de ceux qui survivent, de ceux qui se disent « Pourquoi je suis pas retourné dans la maison pour aller sortir ce qui y était encore ?» On a le syndrome du survivant. Le syndrome du survivant, c'est ce qu'on appelle quand vous survivez à une catastrophe et que vous en êtes sorti et que plein d'autres ne s'en sont pas sortis. C'est ce qu'on appelle le complexe du survivant. Ils culpabilisent d'être restés en vie par rapport à d'autres qui sont morts. Et ici, MJ Harlidge, il la dépeint très bien. Et alors l'auteur il multiplie les suspects, les fausses pistes, les rebondissements, mais voilà, il est très bon à faire ça. MJ Harlidge, il excelle dans ce genre-là, à nous balader d'un suspect à l'autre jusqu'à nous montrer la réalité, le vrai suspect qu'on n'a absolument jamais soupçonné. Voilà, moi je suis arrivée au dénouement de l'histoire sans me douter absolument aucunement de savoir qui était le réel suspect. Je me suis fait balader de bout en bout. Et c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime moi dans les thrillers, c'est de me faire balader. Et MJ Harlidge, il est excellent, il est très bon pour faire ça. Et on suit toujours la psychologie, l'évolution du personnage d'Ellen Grace, et on suit aussi l'évolution d'une de ses collègues, c'est Charlie, le personnage de Charlie, qui a énormément évolué depuis le premier tome. Alors, certains vous diront, oui, vous pouvez lire les histoires dans le désordre, ne pas commencer dans l'ordre, machin. Alors, oui, on peut. Mais alors moi, comme je suis psychorigide, moi j'aime bien voir la continuité, l'évolution des personnages dans une saga. Donc moi j'aime bien suivre le personnage d'Ellen Grace depuis le début. Et là je trouve que le personnage de Charlie, il a eu une évolution extrêmement importante par rapport à ce qu'elle était au début. Et même sa relation avec Ellen Grace a grandement évolué au fil des tomes. Et franchement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Je vais prochainement me relire encore un tome. J'aimerais bien m'en faire un par mois pour rattraper mon retard, voire plus si affinité, si j'ai le temps. Mais bon, les journées ne font que 24 heures et malheureusement, je ne suis pas payée pour lire. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, donc en tous les cas, c'est un très bon MJ Harlidge. Il fait le job, ça se bouffe littéralement. Vous êtes emporté par la plume d'MJ Harlidge et franchement, voilà, c'est tout ce qu'on demande à un thriller, c'est de vous emporter, de vous balader et de vous mener par le bout du nez. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu la semaine passée et n'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés ou si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez que j'adore discuter avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!